Jean Codoniès, bonjour. Bonjour. Alors, on se connaît depuis longtemps à force. Et dans cet épisode-là de la saison 4 ou 5, je ne sais plus à quelle saison, tu te présentes aux législatives donc pour être député sous les couleurs des Verts. Alors, comment ça s'appelle maintenant le nom du parti? Alors, il y a eu un rassemblement qui a été opéré avec les Verts, avec le Parti Socialiste, avec les jeunes, le MJS, les jeunes socialistes, qui sont entendus sur ma candidature. D'accord. C'est d'ailleurs un des éléments primordiaux de mon acceptation pour cette élection, pour qu'elle ait du sens, et le sens, c'est le rassemblement. Alors, on t'a connu député il y a combien de temps? Et tu t'es député socialiste? 97-2002, oui. Voilà. Sous le mandat de Lionel Jospin. Et puisqu'on en parle, c'est l'époque des 35 heures, c'est l'époque de la CMU, c'est l'époque des emplois jeunes, c'est l'époque 1 million de chômeurs en moins, un emploi très dynamique. C'est l'époque de l'APA, de l'allocation pour les personnes âgées. C'était l'époque où la sécurité sociale était excédentaire. C'était l'époque de la cagnotte. Et pour moi, c'est vraiment une période de ma vie où j'ai senti l'utilité. Et c'est l'époque, bien sûr, de la reconstruction de l'hôpital de Perpignan que j'ai pu réaliser en 2001. Et l'hôpital de Perpignan, pour terminer sur ce sujet, ça faisait 15 ans que la droite se disputait. Les uns le voulaient au sud, les autres le voulaient au nord, ça ne se faisait jamais. Et bien, grâce à ce mandat, j'ai pu être utile au département en faisant reconstruire l'hôpital Saint-Jacques, qui est aujourd'hui un hôpital moderne. C'était même l'époque où la sécurité sociale était excédentaire. Absolument. Voilà. Et à tel point que Jospin avait baissé les cotisations patronales. Oui, et il avait supprimé la vignette. Et voilà. Alors, entre-temps, est-ce que c'est après que tu es devenu conseiller général? Non, c'est en 1998. Voilà, parce que j'ai pas tout en chrono. Je suis resté 13 ans, voilà. Conseiller général du canton du Haut-Vernay, qui est un canton populaire, qui a été d'ailleurs transformé grâce à la présence de l'hôpital de Perpignan. Cet hôpital, qui était un élément majeur de reconfiguration du quartier, nous a permis de le transformer peu à peu et efficacement. Et tu as été candidat aux élections municipales en 2008 et 2009. L'intérêt, c'est d'être un élu utile. Voilà. Alors, si on va parler, alors 2008, on a bien sûr été à deux doigts de gagner. Fraude à la chaussette, on rappelle. Mais enfin, c'est du passé tout ça. Donc on peut tourner la page. Ouais. Aujourd'hui, il s'agit de savoir si on envoie à l'Assemblée nationale des députés qui ont conscience de la casse sociale, de la casse économique et un petit peu de la casse culturelle qui est réalisée par l'ultralibéralisme, ou si au contraire on se contente de mettre à l'Assemblée des gens qui sont des énarques, qui méprisent quand même passablement ce qu'ils appellent le peuple. On le voit là dans l'actualité. Là tu dénonces pas François Suiter apparemment. Non, je dénonce précisément personne, mais quand... Tu nous fais un portrait, moi j'y reconnais un peu Romain Gros quand même. Bon, quand le président Macron recrute ou sur un clic, ou sur des critères de l'énergie, ou du monde des affaires, de futurs candidats pour la députation, il ne peut se passer que ce qui est en train d'arriver à ce pauvre monsieur Ferrand, ministre, c'est-à-dire des ennuis judiciaires sur les comportements affairistes des uns et des autres. Donc, une Assemblée nationale d'affairistes, ça ne paraît pas tout à fait convenir à la situation actuelle de la France. Alors, tu es de gauche, Jean? J'ai toujours été de gauche. Oui, non, mais c'est pour être sûr. Non, parce que maintenant, c'est pas évident, tu le sais, donc c'est pour ça que je te pose la question. C'est quoi être de gauche? J'avais posé ça à Emmanuel Valls il y a 10 ans quand il est venu à Radio Zigomar. C'est quoi être de gauche, Jean? Il a eu quelques difficultés à répondre. C'est vrai. Être de gauche, c'est avoir la préoccupation de l'autre, d'abord. Et c'est de comprendre, notamment, moi ça me tracasse beaucoup, dans le monde du travail, qu'un salarié, il travaille d'abord pour lui. Même s'il est intégré dans une logique d'entreprise, ou dans une boîte, ou dans un commerce, ou sur un chantier, il travaille aussi pour lui. Il travaille pour nourrir sa famille, il travaille pour payer l'emprunt, il travaille pour l'éducation de ses enfants, il travaille pour la culture, il travaille pour ses loisirs, donc il travaille pour lui. Donc le respect du salarié, à mon avis, être de gauche, c'est respecter l'autre, qui n'est pas simplement un élément, une variable d'ajustement d'une entreprise, mais c'est un collaborateur qui a une vie personnelle. Et aujourd'hui, les projets de M. Macron
sont en train de nier cet aspect des choses. Chaque travailleur travaille d'abord pour lui, pour se réaliser. Voilà. Et quand on veut organiser la casse du droit du travail, il n'y a pas d'autre mot, en limitant les indemnisations versées par les employeurs indélicats qui licencient sous des prétextes les plus divers des salariés, des travailleurs qui obtiennent réparation de leurs préjudices devant le Conseil de prud'homme. Quand on veut limiter ces indemnisations, je dis qu'il y a là un mépris par rapport au monde du travail. Quand on veut renverser la hiérarchie des normes et que l'on va essayer de négocier dans le cadre d'une entreprise la future loi qui va s'appliquer dans l'entreprise et non pas au niveau national, je dis qu'il y a une grosse difficulté et qu'on est sur un recul fondamental du droit du travail qui a été bâti depuis 2 siècles. Parce que le rapport de force, il est plus en faveur du patron, ou j'ai raté un épisode? Mais évidemment, quand vous allez négocier... Parce qu'on lui dit finalement, vous êtes renard versus poulailler, vous avez les mêmes droits. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Le libéralisme d'ailleurs, c'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre. Il y a la liberté, c'est le principal, c'est ce qu'on vous dira, mon bon pied. Le principal, bien sûr, c'est la liberté, et pour les poules et pour le renard. Est-ce que tu crois à la lutte des classes? Oui. Je crois, plus précisément, que le génie à l'heure actuelle de la bourgeoisie, c'est de faire croire à la classe moyenne, à laquelle j'appartiens, c'est de faire croire à cette classe moyenne qu'elle a les mêmes intérêts que la haute bourgeoisie. Par exemple, nous n'avons pas, nous, les mêmes intérêts que le PDG d'AXA, que Carlos Ghosn, qui est le PDG de Renault, que le groupe LVMH, que les Champagnes Tétinger, qui gravitent autour de la Macronie. On n'a pas du tout les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes revenus, on n'a pas les mêmes ambitions, mais le génie de la politique, c'est de faire croire à la classe moyenne qu'elle peut se retrouver dans ses intérêts de cette classe qui est dominante, qui est faite d'énarques, qui est faite de chefs d'entreprise, qui est faite de possédants, et qui quelque part essaie d'instaurer ici, en France, une espèce de précarisation organisée du monde du travail, pour faire baisser les salaires. En gros, ce que tu nous dis, l'ultralibéralisme, c'est faire croire aux moutons qu'ils peuvent hurler avec les loups. C'est faire croire aux moutons qu'ils ont les mêmes intérêts que les loups. Est-ce que y a un programme derrière toi? Parce que d'autres candidats, ils disent « Ah, ben moi je suis le programme Barouin. J'ai vu Daniel Pagès. Ah, moi je suis... Voilà, par exemple. Est-ce qu'il y a un programme derrière? Tu vas faire partie d'un groupe à l'Assemblée, si tu es élu. Et ça serait un groupe quoi? C'est Amono, le vert, c'est comment il s'appelle? En plus, je l'ai rencontré, mince, Jadot, Amono Jadoïste. Moi, je trouve ce couple absolument sympathique. Mais on parle du programme. Moi, le programme, je ne vais pas inventer l'eau chaude. Le programme, il existe déjà sur ce territoire. Il faut quand même savoir quelles sont les compétences en matière de développement économique, en matière sociale, en matière culturelle, en matière de transport. C'est la région. C'est la région. À l'heure actuelle, la région, présidée par Carole Delga, fait beaucoup, notamment pour ce département. Peut-être que c'est pas trop connu. Pas pour le nom toujours, mais la région, c'est l'université, le financement de l'université, une participation importante. C'est l'école d'ingénieurs qui est financée à 100% par la région. C'est la participation de la région pour l'université en centre-ville ici à Perpignan. C'est le soutien aux entreprises innovantes. J'entends, mais tu n'es pas élu régional, non, même si tu connais des gens dedans. Mais ça m'intéresse d'avoir une action, un soutien à cette transformation. Donc tu vas être complémentaire avec l'outil régional, c'est ce que, en tant que député. Bien sûr. Faciliter la législation pour qu'il y ait une fluidité du point de vue de la région. Le programme économique et social que je porterai, ce sera un soutien à celui de la région. Il faut savoir qu'un emploi qui est créé dans le cadre de la transformation économique, dans le cadre de l'agriculture bio, dans le cadre des innovations en matière de construction, dans le cadre des innovations industrielles, il crée 17 fois plus d'emplois que l'économie classique. 17 fois plus d'emplois. Donc la transition écologique. La transition écologique crée 17 fois plus d'emplois qu'une activité classique. Dont il me semble qu'Agnès Langevin, que tu connais, est en charge à la région. Oui. Verte.
aussi. Oui, c'est la 3e vice-présidente de la région et elle porte effectivement cette transformation qui a été abondée sur le mandat à hauteur de 5 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Parce que l'ambition de la région, je la partage cette ambition, c'est de faire de la région, des 13 départements, un des meilleurs départements, un département le plus en pointe sur l'innovation et la transformation de notre vie sur un mode écologique, sur le fait qu'on va pouvoir construire des avancées technologiques à travers ce soutien important à la recherche. Et moi je m'inscris complètement là-dessus parce que ça crée des emplois, ça crée aussi une région sympathique, ça crée aussi un plaisir de vivre vraiment accru. Donc, je pense qu'effectivement on n'a pas besoin d'inventer le choix en inventant des projets, parce qu'il faut quand même savoir que la compétence économique à l'heure actuelle c'est la région. Hein, oui, mais n'oublie pas que tu te présentes quand même à l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai, mais soutenir le combat de la région, ça me paraît aussi permettre la réussite de ce qui a été engagé depuis 2015, depuis janvier 2016. Et ça me paraît important, puisqu'on voit d'ailleurs, à l'heure actuelle, un redressement de l'activité. On le voit où ? Parce que moi j'ai lu la Cour des comptes. Non, mais ça, la Cour des comptes, ce sont les errements de l'agglomération de Perpignan, qui étaient prisés par M. Gros et par M. Jean-Paul Alluy à l'époque, et aujourd'hui par Jean-Marc Pujol. Et M. Gros toujours. Et M. Gros toujours. Mais effectivement, ça c'est autre chose. Je dirais, même si ça nous impacte terriblement par un endettement énorme. Et puis, bon, on va attendre le rapport définitif de la Cour des comptes. Mais le rapport définitif de la Cour des comptes, visiblement, il va être d'une très grande cruauté, d'abord pour les élus, qui ont quand même ruiné l'agglomération de Perpignan, et une très grande cruauté pour les citoyens contribuables. Parce que, in fine, à la fin, c'est quand même dans la poche du contribuable que tout se règle. Bah oui. Voilà. Donc, on laisse ça de côté pour dire que le projet économique, le projet social et le projet culturel que je défendrai sera en harmonie avec ce qui est excellemment développé à l'heure actuelle. Donc tu seras, c'est assez curieux ce que tu me dis, parce que tu seras un émissaire territorial alors que tu es censé représenter la nation. Moi, ça m'intéresse le développement du territoire. Ah ben moi aussi. Et pas simplement que l'agriculture bio. Et pourtant, mais à ce moment-là, pourquoi tu ne te présentes pas au sénatorial, qui est typiquement le mandat de défense du territoire? Parce que les sénateurs ne foutent rien. Un député qui... On dira Calvé et Malherbe. Bon, mais tout le monde le sait. Mais un député doit s'engager, un député doit travailler. Il doit travailler pour un territoire. Pas forcément, regarde Jacques Resta. Bon, mais en principe, un député doit travailler. Ouais. Et donc, moi, j'inscris mon action, un député qui travaille dans une république qui protège. Ce sont les deux pendants de mon action, c'est ce que je souhaite faire. On parlait, par exemple, de l'agriculture bio, de la biodynamie ou des vins de nature. Oui, parce qu'il y a eu, alors... tu as soutenu, bon, tu es amateur de vin, c'était plus facile de soutenir, mais tu sais très bien, et on le verra, il y a donc, je répète, 30 avril et 1er mai dernier, il y a eu le premier salon des vins nature à la chapelle Saint-Dominique, et on avait 20 producteurs sud-catalans, 30 d'ici et 24 d'Occitanie. Et on a eu droit à la venue 2 jours de suite de M. Joseph Roca de Cannes Roca. Oui. Donc c'était très prestigieux et il y a eu des ventes. Alors il y a eu beaucoup de vignerons qui ont vendu. L'idée que nous voulions développer, toi et moi, c'est de dire qu'au-delà de l'aspect, bon ben ils sont sympas à boire, bon d'accord, c'est bon donc pour la gastronomie en général, mais c'est un modèle économique en soi. Et c'est là où on voulait en arriver dans notre discussion. Tout à fait. Alors d'abord ce que je veux dire, c'est que cette expérience, c'est le premier épisode. C'est la saison 1, numéro 1. Ça a été largement soutenu par la région, par Carole Delga, par Agnès Langevin et par d'autres. La ville de Perpignan, par exemple, a prêté les lieux gratuitement. Mais ce que je veux dire, c'est que sont venus à cette occasion des amateurs des États-Unis, de Russie, du Japon, de Norvège. Et des importateurs au-delà d'amateurs. Et moi, je connais, et des importateurs, je connais des vignerons qui ont tout vendu pendant ces 2 jours, qui ont tout vendu. Alors, c'est un modèle effectivement économique de qualité, mais voilà, la vérité, c'est que la région, elle bouge. Et donc, pourquoi le législateur que je serai doit-il inventer à l'intention
des électeurs des conneries du style le programme Barouin, le programme je sais pas quoi, alors que nous savons très bien qu'il ne faut pas attendre grand-chose des investissements au niveau national. Regardez, la ligne, le TGV et le GV, c'est toujours pas fait. De toute façon, on gagne combien sur le tronçon en temps? Parce que voilà, parce que... Mais non, mais c'est pas fait. Bon, il est évident, oui, nous militons pour une ligne à grande vitesse, pas un TGV. C'est un moyen terme, c'est... Il y a moins de dépenses, moins vite, mais ça sera plus vite fait et on ne perdra pas autant de temps, mais on n'en gagnera pas. Vite, c'est 200-250 km/h, et voilà. ça coûte beaucoup moins cher. Sinon, c'est 300... 320, ce qui, de notre point de vue, ne sert pas à grand-chose. Et ça permet d'avoir du fret et du transport de passagers. Bon, mais ça, je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, je suis avocat, le palais de justice qu'on doit reconstruire à Perpignan, centre-ville, ça fait 20 ans qu'on en parle, c'est toujours pas fait. Bon, ceci, ça permet de le promettre à l'élection d'après. Voilà, bon, quand même pratique. Il y a toute une série de réalisations que nous avons tous en tête. Nous avons la nationale qui monte à fond romeu. Bon, je veux dire, il y a toute une série de promesses qui sont faites et qui ne sont pas réalisées par l'État. Et je pense que maintenant, aujourd'hui, la région, c'est 13 départements. Ça ressemble étrangement en population à l'Autriche ou à la Norvège, avec des capacités financières accrues. Tu dis ça parce que le président est vert en Autriche. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà un bel exemple. Oui, le président de la démocratie autrichienne est vert. Mais je ne dis pas ça, je dis qu'il y a là un effet levier que nous pouvons amplifier, qui est sur le plan également culturel intéressant, avec l'Office public de la langue régionale et de la culture catalane, ce qui nous intéresse, c'est la première fois. Mais à quoi ça sert ce truc, à part faire plaisir à des gens qui agitent des drapeaux? Est-ce qu'il y a une vraie utilité? Ce n'est pas fait, forcément. Alors, déjà pour les gens qui agitent des drapeaux. Mais dans le Pays Basque, c'est un outil à la fois évidemment culturel, c'est un outil de promotion de la langue. On peut être attaché à sa langue, on peut être attaché à sa culture, et dans le cadre de la République, pour vouloir le développer. Mais c'est aussi un outil économique. Que ce soit dans le Pays Basque ou même en Bretagne, la notion de territoire, la notion de spécificité territoriale, elle apporte des plus-values avec des cahiers des charges sur la qualité. Bon, le Pays Basque se débrouille très bien là-dessus. Oui, mais il y a aussi, au-delà des instituts que tu peux mettre, il n'y a pas une conscience de classe, mais une conscience d'identité que tu n'as plus ici. Faut que ça dépasse catalan. C'est pas juste manger des escargots et aller au rugby agiter un drapeau. Et pour le moment, au Pays Basque, c'est plus fort. Et en Bretagne, c'est beaucoup plus fort. Je le sais d'autant que ma sœur qui y vit en Bretagne et que j'y vais de temps en temps. Donc voilà. Et ici, la conscience d'être catalan, déjà sur la langue, les gens parlent peu le catalan ici. Il n'y a que les gitans qui parlent catalan quasiment ici. Non, il n'y a pas que les gitans qui parlent catalan ici. J'exagère, je vous troquide. Il y a pas mal d'habitants qui parlent catalan. Ils y trouvent bien sûr d'abord un apport culturel, une racine, mais ils trouvent aussi un moyen de communication avec la Catalogne du Sud, ce qui n'est pas négligeable. La Catalogne du Sud, ça a été pendant longtemps la première région en termes économiques d'Europe. Ce n'est pas rien non plus. Vous appartient à un des 4 moteurs de l'Europe, avec le Bas-Württemberg. Absolument, et le Grand Londres. Voilà. Et donc c'est assez intéressant également sur le plan économique. Mais je pense que ce qui est primordial, et ce n'est pas incompatible avec l'unité de la République, ce qui est primordial, c'est que... Oui, c'est bien de le rappeler, parce que on peut te choper là-dessus. Moi, je ne comprends pas là-dessus, hein. Je m'appelle Codonnier, c'est bon, on ne va pas me faire des procès là-dessus. Et quand il a fallu voter la charte des langues régionales, je l'ai votée, c'était sous Jospin, nous l'avons votée, et c'est la droite qui a saisi le Conseil constitutionnel pour faire annuler notre vote. Voilà. L'UMP, les Républicains, la droite. L'UMP. L'UDI, enfin, est-ce qu'il en reste? Je ne sais plus comment il s'appelait, c'était l'UMP. Donc voilà, je veux dire, ça va, il faut remettre les choses, c'est le parti auquel appartient M. Mac, auquel appartient M. Gros. Bon, ne parlons pas du Front National. Alors, justement, tu as dit Gros, c'est le moment d'en parler. Alors,
je t'ai connu il y a des siècles en arrière, enfin, bon, là c'était en 2008, c'était ton hypothétique premier adjoint. Tu nous l'avais présenté comme quelqu'un de formidable, puisqu'il était énarque, il était catalan, enfin il est toujours par ailleurs, Grau. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il a mordu la main Il vous l'expliquera. Je pense que quand on s'investit en politique, il faut respecter une éthique, il faut respecter une trajectoire. On ne peut pas être chez Codognies en 2009 pour filer, parce que nous avons perdu les élections municipales chez Albuy qui vient de gagner immédiatement après. On ne peut pas trahir Jean-Paul Albuy pour filer chez Jean-Marc Pujol. On ne peut pas trahir Pujol pour aller chez Daniel Mac. On ne peut pas trahir Daniel Mac pour aller en marche et se présenter contre lui, parce que Daniel Mac l'a beaucoup aidé aussi. Voilà, après, on ne peut pas faire la campagne de Fillon et avoir des mots très durs sur Emmanuel Macron, notamment à propos de cette manifestation qui s'est déroulée avec le cercle algérianiste, qui est quand même proche de l'extrême droite, et donc stigmatiser Macron il y a encore 3 semaines ou 4 semaines, et puis venir maintenant expliquer aux électeurs que tout va bien, qu'on est le candidat d'une République qui sera en marche. Je pense qu'il y a une éthique. Il y a une éthique. Et ce qui m'étonne, c'est que la volonté du gouvernement à l'heure actuelle, c'est de nous dire on va un petit peu assainir le monde politique. On va l'assainir. On va mettre un petit peu d'ordre. Oui, c'est M. Bayrou. Dans ce grand chahut. Bon, je ne comprends pas comment on peut augmenter la transparence, comment on peut avoir des combats éthiques, comment on peut avoir des combats sur la parole donnée, des combats sur le non-cumul des mandats, en désignant comme candidats des gens qui, dans leur trajectoire politique, sont exactement l'inverse. Maintenant, sur les trahisons, depuis César, nous savons dès avant, que les Brutus alors, peuvent exister. Mais on va te dire, Jean, mais c'est le mercato, tu sais, c'est les temps ont changé, c'est le mercato. Bon, bah, c'est un peu comme Patrick Cohen, qui était une figure de France Inter. On lui propose mieux à Europe 1, il va à Europe 1. Où est le problème? C'est pas de la trahison, c'est voilà, il est bon, donc on l'emploie ailleurs. Il change de cabinet d'avocat, voilà. Tu vois, c'est un peu. Moi, je suis un fan de Patrick Cohen. Ouais. Et bon, mais je regrette qu'il parte effectivement du service public. Tu réécouteras de Morand, voilà. Enfin, bon, Patrick Cohen, c'est un type qui n'a pas varié. Après, dans le monde des médias, il y a beaucoup de gens qui changent. Ça fait partie aussi d'un processus. Mais on nous explique aussi qu'en politique, et M. Macron est l'avènement de ça, bon, ben, on peut hier, mais si on est bon footballeur, on peut très bien passer du Barça à l'Olympique de Madrid. Nous verrons si les choses fonctionnent comme ça par rapport à l'idéologie. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes en train de rentrer dans une période très dangereuse sur le plan politique. Parce qu'en réalité, on va consommer du produit politique sans bien savoir ce qu'il y a dedans. Mitterrand aimait dire, quand on n'est ni de gauche ni de droite, c'est qu'on n'est ni de gauche ni de gauche. Et donc, moi je ne crois pas à la disparition des courants politiques. Ce n'est pas possible. Oui, tu disais que tu croyais à la lutte des classes, que tu étais de gauche. On va te dire, mais c'est quoi ça, monsieur, quoi? Et je ne crois pas à la lutte des classes au sens marxiste. Oui. Mais je trouve que l'analyse qui est faite sur les intérêts des couches sociales, cette analyse qui est faite par des gens comme Lebras, des sociologues, cette analyse, les Pinson-Charlot aussi. Elle est pertinente, cette analyse. Elle est pertinente sur le motif pour lequel les gens vont voter, qui sont souvent des motifs qui sont le résultat d'une confusion sur l'intérêt que l'on a à défendre. Et à l'heure actuelle, il y a pas mal d'électeurs qui défendent les intérêts des possédants, les intérêts de ceux qui vont soutenir le TAFTA, de ceux qui vont soutenir les accords commerciaux qui vont briser, je le répète, le droit du travail, qui vont faire en sorte que la solidarité va être demandée aux retraités, qui vont se voir pensionner 1,7 à 2 points de plus sur la CSG. Si vous gagnez 1 300 € de retraite par mois, et si on vous pensionne plus de 2 points de CSG, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous aurez payé un impôt, une CSG, un prélèvement complémentaire de près de 300 €. Voilà, il faut le savoir. Voter, c'est choisir. Voter, c'est choisir. Voilà. Et donc, il y a une conscience
me semble-t-il, des intérêts que l'on défend et des intérêts de ceux qui essaient de nous faire croire qu'en votant pour eux, on est dans une France harmonieuse, alors que nous sommes dans une France qui va se déshumaniser et dont les rapports sociaux seront beaucoup plus aggravés que ceux qui sont déjà à l'heure actuelle, et c'est déjà pas mal sur ces 10 dernières années.